Merci de nous rejoindre sur cette économie. Vous la connaissez, l'émission panafricaine qui porte haut les idées et les actions visant à consolider l'émergence économique du continent africain. L'Afrique centrale dispose du deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie et en plus des bienfaits écologiques du bois qu'il offre pour son exploitation forestière, le bassin du Congo représente un vivier, un potentiel pour l'éclosion d'un type de tourisme qu'on va dire un tourisme spécifique, le tourisme de forêt. En Afrique, on connaît la réputation du tourisme de savane que l'on rencontre souvent au Kenya ou au Zimbabwe. On parle en ce moment de plus en plus de tourisme d'affaires avec l'émergence, l'ébullition des affaires qui se déroulent au niveau des villes africaines. On parle et on connaît moins peu le tourisme de forêt, encore moins le tourisme culturel spécifique au peuple de forêt. La forêt, la culture, voici les opportunités d'affaires, d'investissement, de création d'emplois à saisir par les pays de l'Afrique centrale. Avec nos invités, nous avons trois, deux d'abord, ensuite un qui va se réveiller. Nous allons voir que la forêt et la culture qui en découlent représentent de véritables opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement. Les experts que nous recevons aujourd'hui ont travaillé dans ce domaine. Nous avons pour ce premier tour de table Monsieur Fortuné Ngosanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en tourisme communautaire et avez travaillé dans Gamba, dans la région de Gamba. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce tourisme là-bas? Bonjour, le tourisme communautaire est arrivé à Gamba aux environs des années, disons, 2004. C'était une première expérience au Gabon d'abord, à souligner. Il s'agissait donc de mobiliser des populations locales au sein d'un village qu'on appelle Setekama, donc qui est à l'entrée du parc national de Luango. Alors cette expérience consistait simplement à donc enseigner aux communautés locales quelques disciplines du tourisme, à savoir l'hôtellerie, donc en organisant les... L'hôtellerie en zone rurale. L'hôtellerie en zone rurale, mais les fondamentaux sont essentiellement les mêmes. Alors donc il fallait apprendre aux communautés comment accueillir un touriste, comment l'héberger, comment le nourrir et comment lui offrir des activités touristiques donc au sein du parc. Alors, M. Ngosanga, nous allons tout à l'heure un peu boire à votre expérience d'expert en tourisme communautaire. Autre invité, M. Johnson Ogula, vous êtes expert en tourisme. Vous avez enseigné aussi le tourisme au niveau du Gabon. Le tourisme de forêt, on en parle très peu au niveau de l'Afrique. Tout à fait, mais vu le potentiel que l'Afrique a, notamment en ce qui concerne la forêt, vous l'avez dit, on est dans le bassin le deuxième bassin forestier au monde, après l'Amazonie, et donc ça constitue là un potentiel énorme pour développer des activités touristiques. Alors, un troisième invité en stand-by, c'est M. Aristide Kassangoy, autant pour moi. Lui, il est expert en tourisme culturel. Nous allons voir tout à l'heure que forêt et tourisme vont ensemble, mais comment pratiquer, comment développer le tourisme au Gabon, au Congo, en RD, Congo, etc. C'est toute la dimension, tout l'intérêt de cette émission. Avant, essayez un peu de nous situer, je veux dire, le tourisme de forêt, on connaît le tourisme des savanes, au Kenya, c'est la vision des animaux. Comment est-ce qu'on peut imaginer le tourisme de forêt? Il faut partir d'abord de la ressource que c'est, la forêt. La forêt, c'est beaucoup d'arbres, c'est plein de sous-bois, c'est aussi des animaux. Et à partir de cette ressource, on peut développer des activités après mise en place d'un certain nombre d'aspects, notamment l'accueil, les infrastructures et autres. Et on va développer des activités qui peuvent être des activités de découverte notamment. Ça peut être la marche en forêt, ça peut être la vision d'animaux, ça peut être la découverte des grands arbres, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente une offre? La forêt peut représenter une offre touristique au niveau, M. Ngosanga, au niveau du monde. Est-ce qu'on peut se dire, en dehors de savane, ou bien quand le touriste international est rassasié de la savane, il peut venir dans le tourisme de forêt? Et est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, on peut le vendre? Exactement, c'est une formidable opportunité la forêt, mais il faut mettre quand même un bémol. À la différence du tourisme au Kenya,
il y a une incertitude qui plane sur le tourisme de forêt, notamment pour ce qui est de la vision animalière. Et c'est souvent un peu la crainte qu'on a de promouvoir ce type de tourisme parce que les touristes arrivent, mais ils n'ont pas la garantie forcément de voir des animaux. Mais à côté de ça, quand on a un très bon guide, on peut meubler. Meubler en tourisme veut dire simplement exploiter la forêt autrement, exploiter la connaissance de la forêt qu'ont eu nos arrières parents, nos grands-parents et tout ce qui concerne un peu la botanique, mais aussi tout ce qui est tradipraticien. Donc, en expliquant aux touristes toutes les richesses que cette forêt offre, c'est également donc quelque chose qui contribue à rendre ce tourisme possible. Alors, nous avons le deuxième bassin, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, le tourisme de forêt est mieux développé certainement dans d'autres pays d'Amérique centrale, ou du Sud, Costa Rica et autres. Nous tendons à arriver à ce niveau, mais il reste beaucoup de travail dans la qualité des services. Et c'est là où le challenge pour attirer véritablement les touristes. Nous allons voir ça en deuxième partie d'émission. Je ne parlerai pas de bémol. Il disait tout à l'heure, il faut mettre un bémol. Non, c'est différent, le tourisme de forêt. C'est vrai que parce qu'il on va pas voir les mêmes animaux. Quand on dit oui, on va découvrir un gorille, est-ce qu'on est sûr de trouver le gorille? On trouvera le gorille, mais au-delà de ça, et j'aime bien sa deuxième partie parce qu'il a effectivement dit il y a autre chose à découvrir. Disons que c'est une autre expérience. Il faut le vendre comme ça. Il faut vendre une autre expérience que celle de la savane. Mais c'est tout aussi enrichissant, c'est tout aussi plaisant de découvrir le tourisme sur la base de la forêt. Est-ce que l'incertitude, le fait de ne pas voir un animal, de ne pas voir un singe peut constituer, en soi, cette excitation peut constituer, est-ce qu'on peut dire oui, on fait avec? C'est ce que vous dites? Tout à fait, c'est ce que je dis. Et je l'affirme, et il l'a dit tout à l'heure, que maintenant, s'il y a un bon guide, ça peut meubler, sachant que le meublage ici, c'est de pouvoir développer d'autres aptitudes. Mais meubler, ça permet justement d'offrir autre chose. Mais en fait, il ne faut pas comparer, je ne pense pas qu'il faut diminuer le type de tourisme qu'on a dans la forêt. Non, je ne pense pas que ce soit cela qu'il voulait, mais il faut dire que c'est différent, c'est une autre activité, c'est une autre offre, c'est une autre expérience que l'on permet de vivre en forêt. Et ça, c'est très, très important. Il ne faut vraiment pas souhaiter de dire que ce que je n'ai pas aimé dans son développement, c'est le niveau bémol. Hein? Non, c'est tout aussi intéressant que développer des activités au niveau de la savane. Alors, on va citer quelques-unes des activités, sauf si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui s'est dit. Non, mais juste pour simplement dire que je voulais rester réaliste. Hein, le bémol concerne autre chose. Au-delà du tourisme de forêt qu'on parle, on parle tout d'abord d'organiser le tourisme au Gabon. Oui. Et il y a des préalables qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas, peut-être que dans la suite de l'émission, on va évoluer ces petits soucis. On va parler, oui. Voilà. On va parler des leviers justement du tourisme. Voilà, je voulais simplement rester réaliste. Est-ce qu'on peut aborder comme ça pour ceux qui ne sont pas spécialistes, à l'OPAPA, là on a la forêt, c'est-à-dire des arbres, le sous-bois, des animaux. Est-ce qu'on peut dessiner comme ça quelques circuits, quelques offres touristiques, les randonnées pédestres, la marche à pied dans le sous-bois? Est-ce qu'aujourd'hui c'est demandé au niveau international? Absolument, c'est une offre qui est très demandée et on voit qu'au niveau du marché international, on a de nouveaux besoins. Le besoin de découvrir des endroits qui ne sont pas encore découverts par les autres, riches en expérience. Alors on a une carte du bassin du Congo. Tout à fait. Vous voyez que toute cette carte, tout cet environnement vraiment constitue un véritable potentiel. Un potentiel, des ressources énormes à développer. Et je pense que le marché international ne fait que demander que des nouvelles expériences que l'on peut offrir. Quel type de tourisme, par exemple? Est-ce qu'on peut essayer d'avancer quelques idées là-dessus? Quel type de touriste, par exemple, pour les marches en forêt? Parce qu'on dit, là, il n'y a pas de véhicule à la Kenyane, hein, pour être derrière, il faut aller à pied. Exact. Quel type de touriste à ce niveau? Alors,
type de touriste va peut-être correspondre aux différents environnements qu'il y a à exploiter. Dans le bassin du Congo, on sait qu'il y a des zones qui sont déjà érigées en parcs nationaux, donc c'est des zones propices au développement du tourisme, dès qu'on a mis tout ce qu'il y a à mettre en place. À côté de ces parcs nationaux, il y a d'autres types d'aires protégées, hein, donc on reste toujours dans le volet aires protégées, mais il y a également quand même des forêts qu'on retrouve encore dans des villes où des sentiers botaniques peuvent être mis en place pour permettre aux gens de découvrir profondément ce que c'est les arbres qu'on a, le Zouga, le Koumé, pour parler simplement pour le Gabon et certainement dans certains pays d'Afrique centrale. Mais il y a également il y a des expériences qui sont en train d'être tentées où on essaie de mettre en place des canopies walkways, et donc ces passerelles suspendues dans les cimes des arbres qui permettent aux enfants d'aller découvrir la forêt de plus près, découvrir aussi la biodiversité de ces... Donc on peut imaginer des pistes, des circuits où on va à pied, et puis des circuits où on va dans les arbres. Absolument. Tout comme parce que n'oublions pas, on parle certainement de la forêt, mais on a aussi des paysages qui font forêt-savane, donc où on peut combiner la marche à pied avec une marche en savane ou un safari 4x4 par la voiture ou le quad en savane. Effectivement, il y a une diversité d'offres en termes d'activités issues de la forêt. Le tourisme botanique, on sait que les peuples de l'Afrique centrale, ceux qui sont dans les villages qui nous occupent du côté de Sembé au Congo, ont tendance à se soigner à partir de la médecine traditionnelle. Est-ce que cela peut constituer, pour les habitants de Sembé par exemple, un potentiel? Absolument. Et comment organiser ça? Mais on part de la ressource. Et vous aviez dit, avec les plantes médicinales, on part de cette ressource-là qui sont disposées dans la forêt. Il faut bien le préciser, ce n'est pas une fois apporté au village, mais disposé dans la forêt. Ça constitue donc la ressource. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle un sentier pour venir découvrir, un sentier de découverte avec des plaquettes d'explication. Et là, un guide, et certainement quelqu'un issu de la communauté, pourra révéler aux visiteurs les bienfaits de ces plantes-là qui sont dans la forêt, comment les utiliser, à quelle fin et de quelle manière les prélever pour pouvoir satisfaire ces fins-là. Donc, ça peut constituer là une activité touristique de découverte des produits médicinaux. Et le guidage, il sera payant? Absolument, absolument. C'est même ça nécessaire. Je crois qu'une fois que l'activité est mise en place dans les villages, ça constitue comment dire, une activité génératrice de revenus. Ça permet de donner de l'argent aux guides, aux gens qui ont le savoir-faire et le savoir dans nos villages. Monsieur Ngosanga, vous avez travaillé justement à Sétékama. Est-ce que durant la conduite de ce projet, vous avez habitué ou formé des jeunes guides touristiques? Comment cela s'est passé dans le cadre de Sétékama? Comme dans toutes les économies, c'est l'homme qui est au centre donc, du processus. Il faut former, effectivement. À Sétékama, on est passé par une multiple formation. Je le disais tantôt, formation pour la gouvernance dans l'hôtel, comment dresser un lit, comment maintenir propre un endroit, comment accueillir les gens. Dans la restauration, en amenant simplement une nouvelle organisation. On n'a pas demandé aux femmes de Sétékama de faire la choucroute ou de faire quoi que ce soit. Non, c'est les propres mets locaux qui étaient là. Donc, il fallait simplement amener ces femmes à mieux présenter ces plats. Est-ce que, pour revenir un peu aux thématiques, là c'est l'aspect culturel, mais pour revenir à la thématique de découverte de la forêt, est-ce qu'à Sétékama, vous avez formé des jeunes villageois au guidage dans la forêt? Je crois que c'était l'une des premières formations structurées au Gabon de guides en 2004. Donc, il y a eu effectivement des guides qui ont été formés, qui venaient essentiellement du parc national de Mukalaba et du parc national de Luango, des jeunes qui vivaient au sein de ces communautés, qui ont été donc guidés sur plusieurs disciplines concernant le guidage. Je peux citer l'anglais, l'interprétation, voilà. Donc tout ceci a fait en sorte que ces jeunes s'imprègnent du métier et sont restés. Il y a eu une formation continue. Après, on a accompagné ces jeunes et aujourd'hui, je suis fier de dire qu'il y a certains d'entre eux qui sont cités par les touristes qui arrivent de divers pays comme les meilleurs au Gabon. Comment comprendre la gestion alors de ce fonds? C'est un village et comment ce fonds va se faire la gestion au niveau d'un village?
et chaque guide empoche son argent. Comment on peut imaginer l'organisation pour le bénéfice du village? Effectivement, c'est une organisation collective. Hein. Donc déjà, il faut dire que c'est un fonds qui a permis de mettre cette organisation, parce que l'argent est fondamental dans le tourisme. Il faut mettre de l'argent pour espérer avoir des touristes, ça il ne faut pas se le mentir. Là il y a eu un fonds de l'Union européenne qui a appuyé un peu l'initiative, et donc on a simplement au sein du village organisé une coopérative, donc avec différents métiers qui se retrouvaient. Il y avait une caisse commune qui, donc, dans laquelle étaient déposés tous les revenus qui venaient des différentes activités, et une clé de répartition a été faite et pour rémunérer donc les personnes qui travaillaient, mais également pour mettre de l'argent à côté pour entreprendre un projet communautaire. Et pour citer Setekama, je pense qu'ils avaient tenté de mettre une épicerie. Et pour rester sur Setekama, 2004, aujourd'hui on est en 2016, le projet existe bel et bien. Les gens qui ont été formés, pour la plupart, sont encore impliqués dans le projet. Donc ce n'est pas une initiative vaine. On gagnerait à la multiplier, mais il faut des préalables forts, c'est-à-dire un financement, c'est-à-dire avoir aussi des techniciens qui viennent appuyer ces communautés à faire de ce tourisme finalement un produit qui attire. Hein, ce n'est pas juste initier une activité pour le plaisir de voir les gens apprendre à faire quelque chose. Non, mais il faut que ça produise. Parce que si ça produit, le tourisme marche quand ça produit. Si ce n'est pas rentable, ben, il n'y a plus rien. Monsieur Johnson Lugoula, vous, expert en tourisme, voilà, il y a un potentiel qui existe. Il y a eu des expériences, notamment au niveau de Setekama, réussies, on l'entend, un projet lancé en 2004 qui est encore maintenu en vie, mais on constate que le potentiel forêt n'est pas utilisé par tous les pays de l'Afrique centrale, n'est pas utilisé à son optimum, que cela soit au Congo, au Gabon, je vais dire au Cameroun. C'est bien dommage, on peut le regretter parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une ressource à développer pour produire des activités touristiques ensuite. Mais après, le bémol, et là je reviens sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a évidemment des points de blocage, notamment les infrastructures. Pour regagner souvent les forêts, les routes, les pistes sont difficiles. Et une chose en tourisme, c'est l'accessibilité. Si un beau paysage, une belle nature, une belle forêt se retrouve à 200 km et on ne peut pas y accéder parce que pas de route, parce que pas de piste, elle ne pourra pas être exploitée justement. Cette ressource ne pourra pas donner lieu à des activités touristiques. Au niveau des populations, qu'est-ce que vous conseillez? Une auto-organisation? Je vais dire, en ce moment, il y a des villageois du sud du Cameroun qui nous suivent, qui ont peut-être des grottes à côté, qui ont peut-être une belle forêt à découvrir. À ce niveau, qu'est-ce que vous conseillez dans la démarche? Une auto-organisation? Comment s'y prendre, justement? Je sais que les villageois au Cameroun sont très organisés en associations, en collectivités et autres. Ça, c'est déjà intéressant. Il faut s'organiser pour pouvoir développer quelque chose. Maintenant, ils ont un attrait assez intéressant pour l'activité touristique. À partir de ce moment-là, il faut être appuyé, comme il a dit aussi, par des experts, par des gens capables de développer ce genre d'activité. Parce que ce n'est pas seulement d'avoir une belle grotte, d'avoir une belle forêt, mais encore faut-il faire ce qu'on appelle une intégration de cette ressource vers une activité touristique. Et cette intégration consiste en fait à mettre tous les éléments, notamment l'accueil, notamment les différents services susceptibles de garantir un accueil intéressant aux touristes, surtout que c'est une activité payante. Et qui dit payante, dit exigence de qualité. Et cette exigence de qualité, ça s'apprend, ça ne se fait pas. Donc ces villageois, après être organisés, et je sais que ça, ils ont de très bonnes qualités là-dessus, ils devraient pouvoir faire venir des gens capables de les suivre, de les orienter et de les former. Justement, vous étiez à Gabon Tour, l'agence gabonaise de promotion touristique au niveau du Gabon, où vous occupez le poste de directeur de marketing de la communication. Comment imaginer au niveau de l'Afrique centrale une communication, comment s'y prendre face à la concurrence du tourisme balnéaire, face à la concurrence du tourisme de savane, New York, les grandes villes, Paris? Quel message pour attirer les touristes en Afrique centrale?
tourisme de forêt, je vais dire. Ça, vous y avez dit, un directeur marketing, ça c'est un lointain passé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Vous avez une expérience à partager. Absolument, absolument. Et un de mes rêves, lorsque je suis allé dans un salon justement qui fait la promotion des destinations touristiques, c'était de voir que, justement, on parlait du premier bassin forestier au monde, c'était l'Amazonie, c'était de voir que les pays qui constituaient cette Amazonie, donc les pays d'Amérique centrale, étaient présentés une même exposition, un même marketing, une même communication au cours de ce salon. Et mon rêve, c'est de voir justement les pays du bassin du Congo faire une exposition commune, aller avec un même message pour pouvoir proposer les produits. Parce que si notre réalisateur, M. Richard Sangoma, nous suit, s'il peut nous balancer les images de forêt où on voit des gorilles et des touristes en train de visiter dans les sentiers botaniques, ça serait intéressant pour les téléspectateurs. Oui, M. Nkosanga, vous avez... Peut-être sur le même thème de la sous-région, c'est d'abord mutualiser les efforts. C'est fondamental. Aujourd'hui, l'Afrique touristique, disons l'Afrique centrale touristique, agit de manière dispersée. Tout à l'heure... Des belles images là, effectivement, voilà, les bails qu'on voit et on les retrouve. Et là, quelques touristes dans les sentiers botaniques. Et effectivement, tout ça sont les richesses qu'on retrouve dans tous les pays d'Afrique centrale. Donc, il parlait effectivement d'exposer ensemble sur un grand salon, mais il serait aussi utile pour nous, en Afrique centrale, de monter un salon professionnel en Afrique qui intègre donc toutes les autres nations d'Afrique. On parlait souvent de mettre en place un salon du bassin du Congo, salon touristique du bassin du Congo. En fait, vous voyez bien, en Afrique australe, ils ont, exemple, les pays de la SADC, ils ont le Indaba. Oui. Indaba, c'est une force de marketing importante parce que ça permet à tous les professionnels du monde de venir vendre les dons, tout en venant acheter les produits, mais ils découvrent ces pays. Donc, nous, c'est un rêve aussi. Justement, il y a comme une homogénéité. C'est vrai qu'il y a le Kenya et le Zimbabwe, mais on a comme une homogénéité qui va du Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Et ça, c'est pas le truchement d'abord de salon. Les gens doivent, les Congolais doivent connaître les Camerounais doivent connaître les Gabonais, les Centrafricains. Ça, cette alchimie, si on arrive à la mettre autour d'un salon, on va commencer à prendre les expériences des uns et des autres. Tout à l'heure, mon collègue disait qu'au Cameroun, ils sont très portés sur les questions communautaires et tout le reste, mais pourquoi les Gabonais n'iraient pas prendre ce sens communautaire chez les Camerounais? Peut-être que c'est ce qui leur rendrait plus forts à comprendre les enjeux du tourisme communautaire. Donc ça, c'est fondamental. Je pense qu'il faut qu'on échange. En même temps, on a une association économique comme la CEMAC. Ailleurs, l'Union européenne appuie énormément les opérateurs touristiques en Europe par les subventions. Au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, ils édictent des politiques en matière de tourisme, des politiques communes, mais sauf que la mise en marche semble coincée. On a le RAPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale. Il ne s'agit pas seulement, si vous permettez, d'avoir des politiques, mais après, il faut aller sur le terrain pour pouvoir monter. On parlait de salons et autres, d'expositions à l'image de Indaba et autres, mais il ne faut pas oublier une chose. Le tourisme, c'est d'abord de la production. C'est une industrie et qui nécessite que l'on produise, que l'on mette en place des produits touristiques. Ça part de la ressource. La ressource, on l'a. Maintenant, il faut l'habiller. La ressource, c'est la forêt, c'est les animaux. C'est les animaux, c'est tout ce qu'on a. Et ça, je vous assure que ça n'a aucune comparaison à l'extérieur. On a la culture, on a nos hommes. Les hommes, il parlait bien d'hommes au centre de tout ça. On a les hommes qu'il faut. Il faut maintenant les former, il faut des budgets, il faut mettre les infrastructures, il faut tous les éléments pour mettre en place les services touristiques qui vont accompagner cette ressource et qui vont donner lieu à des activités touristiques, plus tard des produits touristiques, parce que tout ça va être lié. Et c'est ça qui est important, avant de passer à la phase marketing. S'il y a marketing, c'est qu'il y a produit. Il y a déjà offre. Et ça, il faut travailler sur l'offre. C'est dans le cadre de la deuxième partie de l'émission. Monsieur Nkosanga, nous sommes à 25 minutes d'enregistrement. Vous allez peut-être nous quitter dans 4 ou 5 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu des projets en matière de tourisme communautaire s'est lancé au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au Congo, au Cameroun? On a comme l'impression que, vu les sommes injectées, le tourisme communautaire n'a pas toujours satisfait aux attentes des gouvernants
et de ceux qui se sont lancés dans les projets? Bon, déjà, je n'ai pas le nombre exact de projets initiés. Tout à l'heure, je disais qu'au Gabon, on a sensiblement eu un projet qui aboutit, peut-être sur 10 lancés. Effectivement, mais d'où viennent les faiblesses de ce tourisme communautaire? Mais c'est les mêmes que le tourisme en général d'abord. Tout à l'heure, on parlait de la sous-région. Je pense que le déficit aujourd'hui, le déficit de compagnies aériennes sous-régionales nous empêche d'être compétitifs avec des compagnies qui sont là. Donc, garde les prix pour venir en Afrique centrale très élevés, les prix de billets d'avion. Donc, c'est des efforts qu'il va falloir faire avant même de regarder ce qu'est le tourisme communautaire, mais c'est tout le tourisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quelques facilités au niveau du visa avec les visas qui viennent se mettre en place. Il faut laisser le temps de prendre la maturité et je crois que les gens voyageraient un peu plus aisément. Ben, il y a aussi, sur le plan de la volonté politique, à l'affirmer un peu plus. Nous avons des projets d'écoles qui sont en construction par-ci, par-là, à travers l'Afrique, mais il faudrait effectivement que ces écoles... Vous voulez parler d'écoles de tourisme? D'écoles de tourisme et d'hôtellerie. Alors, il est important que ces écoles sachent qu'il y a l'adéquation emploi-formation qui est très importante à comprendre. On forme les gens qui doivent aller travailler. Si on connaît l'offre d'emploi, on peut former un certain nombre de personnes, pas produire des gens qui vont finalement aller travailler pour autre chose. Donc ça, la formation, c'est fondamental. Est-ce que quand on voit, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, on parle des peuples Maasai et on a envie d'aller découvrir ces guerriers du désert, de la savane, est-ce qu'on peut imaginer un tourisme circoncision quota, un tourisme peuple Bamileke? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? À une seule condition. Ne folklorisez pas notre héritage. Je pense qu'effectivement, c'est attirant, vous savez, de toutes les façons, de tous les âges. Regardez le Bouti. Je suis désolé de parler un peu de culture, oui. Mais quand vous regardez le Bouti, la cérémonie de Bouti, je ne suis pas initié, mais on a toujours vu qu'il y a une bonne partie de la cérémonie qui est ouverte au public. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont pensé exposer des choses. Et je discutais avec un touriste qui était voir une cérémonie il n'y a pas longtemps, il était très émerveillé d'avoir juste regardé justement cette partie qui est laissée aux profanes. Donc, si les choses sont bien organisées, il n'y a pas de problème. Le Bouti se vendra et se vendra encore. Mais avec le danger avec le tourisme... C'est un rite d'initiation gabonais. Effectivement, c'est vrai qu'il fallait porter la précision. Mais tant qu'on respecte nos rites, je pense qu'il y a de bonnes chances. Et pour parler du Kenya, on a beaucoup parlé du Kenya par rapport aux animaux, mais aujourd'hui, la valeur ajoutée du Kenya, c'est la culture. Donc la culture, c'est quelque chose qui va toujours se vendre. Voilà pourquoi on va recevoir dans quelques instants Aristide Kassangoy, qui est expert en tourisme culturel. Si vous avez justement un dernier mot à dire à tous ceux qui veulent se lancer dans le tourisme communautaire, tous ces habitants dans les villages, au Congo, à Brazzaville, autour de Kinshasa, que direz-vous par rapport au tourisme communautaire? Alors, par rapport donc à ces populations, la véritable difficulté est que généralement, ce n'est pas elles qui ont le capital pour démarrer. C'est souvent autour d'un projet, une ONG qui apporte, une agence des parcs nationaux qui est à côté. Donc, que ces populations se rapprochent souvent des institutions parce qu'effectivement, il y a des petits fonds qui existent. Donc, qui peuvent permettre à ces gens d'initier un projet, mais à côté des petits fonds, il y a aussi la possibilité d'apprendre les populations à mettre en place des business plans pour essayer d'escompter d'autres revenus plus massifs. Donc, c'est que ces populations... Vous croyez au tourisme communautaire? Ah oui, absolument, absolument. Je pense que c'est la chance qu'on a de réconcilier les communautés avec la forêt. Nous allons poursuivre tout à l'heure cette émission, nous allons examiner les leviers, vous restez avec nous, nous allons examiner justement les leviers qui peuvent permettre au tourisme de forêt et au tourisme culturel de devenir, si ce n'est de véritables industries, mais des activités économiques. Mais avant, nous marquons une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après.
Forêt, culture, approche touristique en Afrique centrale, c'est le thème de cette économie d'aujourd'hui. Nous recevons deux experts, je vais dire trois. Un vient de nous quitter et nous recevons sur ce plateau en ce moment M. Aristide Kassango qui est expert en tourisme culturel. Nous allons voir que les cultures des peuples d'Afrique centrale constituent aussi un potentiel à valoriser. Et sur ce plateau, nous avons M. Johnson Ogula, qui lui est expert en tourisme tout court, parfois enseignant de tourisme dans les grandes écoles de commerce. Nous étions tout à l'heure en train de parler de tourisme de forêt et nous voyons le lien qu'il y a entre la forêt et la culture, parce que l'essentiel des outils culturels des peuples de l'Afrique centrale proviennent de la forêt. Le ici, il faut un arbre. Tout à fait, tout à fait. Et comme je disais encore, je vais me répéter, mais c'est la ressource, c'est ça qui est important. C'est la base de l'activité touristique. Sans ça, on ne peut... alors les savoir-faire, et c'est en ça que moi j'apprécie vraiment la mise en place de tourisme culturel dans nos pays, c'est-à-dire qu'on revalorise les savoir-faire de nos peuples. Et ça, c'est important parce que, bon, je ne sais pas pour ce qui concerne les autres, et je sais qu'au niveau culturel, le Congo ou encore le Cameroun sont très présent sur le volet, ce volet-là. Au niveau du Cameroun, par exemple, et peut-être ça va être l'entière la matière de M. Aristide Kassango, au niveau du Cameroun, on assiste à des fêtes ancestrales, à des fêtes communautaires qui constituent de véritables attraits pour le tourisme au Cameroun. Est-ce que là, c'est un potentiel, c'est une brèche pour tous les pays de l'Afrique centrale? Oui, je dirais c'est une brèche. Au Cameroun, pour citer, on a l'expérience du festival Ngondo du côté de Douala, qui attire beaucoup de touristes qui viennent de l'Occident pour participer à cette fête qui est traditionnelle, donc du côté des peuples Douala, qui amène beaucoup de touristes et qui viennent découvrir la culture, donc la culture locale, la culture camerounaise à travers ce festival. Et sans compter que dans la partie nord du Cameroun aussi, il y a des fêtes culturelles, fêtes traditionnelles qui attirent beaucoup de touristes à travers le monde. On a vu que ces fêtes se mettent comme ça, de manière spontanée, on va dire que ce sont les communautés qui les organisent. Mais est-ce qu'on peut imaginer comme ça, au niveau du réseau du bassin du Congo, un ensemble de fêtes, un enchaînement de fêtes, comme des salons, Gabon, Cameroun, pour attirer? Est-ce que c'est imaginable, cette vision? C'est imaginable. Je pense que mes prédécesseurs, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est la ressource. Donc, en la matière, en Afrique centrale, la ressource culturelle, elle est riche et diversifiée. Chaque pays, je dirais, à l'intérieur de chaque pays, il y a des spécificités culturelles en fonction de groupes ethno-linguistiques de chaque pays. Et organiser entre pays ces circuits, c'est des circuits qui sont intéressants parce qu'on ne verra pas la même chose. Les cultures ne sont pas la même chose. En termes de couleur, de rythme, ce ne sera pas la même chose. Et à l'intérieur des pays, on peut aussi avoir des cycles à l'intérieur des pays, parce que pour le cas du Gabon, vous prenez de l'Est à l'Ouest et ce n'est pas la même chose. Les cultures ne sont pas... disons, les danses traditionnelles, par exemple, ne sont pas les mêmes choses. Dans les costumes, ce n'est pas la même chose. Et entre pays, c'est vraiment différent. Donc, à côté, donc je pense que tout à l'heure, on évoquait la question du tourisme de nature, mais à côté de ce tourisme de nature, il va donc y avoir donc, ce tourisme culturel qui va s'ajouter. Donc, cette diversité. La question, c'est que tout ce qui est culturel est souvent taché ou empreint d'un cachet de spiritualité et donc de secret. Comment passer du secret, de la tradition au tourisme, à quelque chose qui soit visible par tout le monde? M. Moussanga parlait de la partie dédiée aux non-initiés, que chaque rite, par exemple, met à disposition des gens qui viennent découvrir ça. C'est cette partie-là. Sans pour autant, et ça c'est très très important, sans folkloriser la chose. Dès qu'il y a folklore, je parle de folklore, par exemple, le non-respect d'un certain nombre de choses, d'habits, de costumes, de chants et autres. S'il n'y a pas ces respects, on ne peut pas mettre en tourisme cette danse, ce culte, ce rite ou autre. Je pense qu'il faut préserver la richesse et l'essence même de ces valeurs culturelles à mettre en Est-ce raison. que, quand vous dites qu'il ne faut pas folkloriser la culture, vous voulez dire que pour organiser le tourisme, il faut rester naturel? Est-ce que là, parce que aussi la prestation, l'offre touristique, justement, on entre, suppose que cela soit soigné. Est-ce que quelque chose qui est naturel
peut-être d'un attrait. Attention, il ne faut pas, comme M. Johnson le disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on modifie nos valeurs. Ce qui va servir l'authenticité, c'est de venir voir nos rites et nos danses de manière authentique. C'est-à-dire que dans ces célébrations, il y a des parties du cérémonial qui sont dédiées au grand public. Et ce sont ces parties qu'il faut mettre à la disposition donc, des touristes. Et les parties qui sont réservées aux initiés, les parties initiatiques, vont rentrer dans le cadre de l'interprétation. Alors, on a quelques images qui défilent comme ça de la richesse culturelle. Voilà. Là, c'est les tékés au sud-est du Gabon. Que l'on retrouve aussi bien dans les deux Congos. Au Congo, oui, voilà, au Congo-Brazza également. Bon, là, c'est une phase de danse Bwiti. Et là, voilà. Donc, un ensemble de danses et de rites que l'on peut valoriser. Là, c'est Mungongo, l'arc sacré du Bwiti. Là, ce sont les femmes initiatrices. On retrouve à la fois des femmes et les hommes. Comment dissocier les deux? Entendu que c'est souvent deux sociétés différentes. Je veux une précision. Oui. Parce que je crois que le débat, on est en train de simplement parler, quand on parle de culture, de parler que de danse, d'initiation et autres. On va parler ce aussi n'est pas ces éléments. Mais ce que je veux dire, c'est tous les savoir-faire, tous les éléments de vie des peuples qui peuvent constituer donc, des ressources culturelles pour le touriste. Et par exemple, il y a une activité que beaucoup de gens ne connaissent pas, la pêche dans les ruisseaux au niveau artisanal, simplement à la, comment on appelle ça, au panier. Ça, c'est des choses, il y a des techniques, il y a un savoir-faire à pouvoir valoriser et à montrer. Et là, on ne peut pas parler de folklore ou quoi que ce soit, parce que ça peut être une activité qui est contenue dans un séjour une manière de dans la forêt. De découvrir absolument. l'art de vie des peuples. Tout à fait. Oui. Bon, j'ajouterais pour dire que lorsqu'il s'agira de mettre en tourisme la culture donc, de chaque pays, c'est le mot de vie. C'est tout le mot de vie des peuples qu'il faut mettre en valeur. Il a si bien dit, nous avons parlé des danses traditionnelles, là il s'agira des danses traditionnelles, mais il s'agira de l'art culinaire. Chaque peuple a sa spécificité culinaire. Nous parlerons aussi des techniques, je dirais des techniques agricoles. Pour aller planter, on a des techniques spécifiques. Il a parlé de la pêche, on parlera de la chasse. Nous savons qu'aujourd'hui, pour parler des peuples autochtones en Afrique centrale, ils ont des techniques de chasse au filet, qui sont des techniques qui sont sélectives, qui participent même dans la conservation donc, et la conservation de la biodiversité, parce que ce sont des techniques sélectives. Et tout cela, ce sont tous ces éléments que nous devons mettre en tourisme, comme il le disait tout à l'heure. Ce sont des ressources maintenant qu'il faut derrière préparer donc, les populations donc, à pouvoir présenter cela aux touristes. Donc ça veut dire former aussi des guides derrière qui vont interpréter, former des guides qui vont interpréter, expliquer pourquoi cela s'explique. Vous avez travaillé sur un projet, c'est celui de mettre sous forme de set de table, donc tout ce qu'on dépose en dessous des assiettes, une espèce de natte. Comment cela s'est passé de l'idée à ce produit final? Expliquez-nous un peu votre expérience avec les populations, cette expérience culturelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout le monde de vie. Et là, on a mis en valeur le côté artisanal. On a valorisé une ressource qui est là, artisanale. Donc vous avez trouvé des populations qui faisaient des nattes? Qui produisaient des nattes pour leur utilisation, je dirais, traditionnelle. Ils utilisent ça, l'usage c'est pour dormir. Ils utilisaient les nattes aussi dans leur rite traditionnel. Lorsqu'on a des cas de décès, ça faisait partie des présents lors des deuils, des retours de deuil, etc. Alors comment vous avez transformé cet élément en élément touristique? Alors on a transformé en élément touristique. D'abord, il fallait que lorsque les touristes arrivaient, il manquait de souvenirs, souvent pour ramener, et il fallait donc transformer cela comme étant des produits de souvenirs que les touristes devaient apporter. Et nous avons constaté qu'ils fabriquaient des grandes nattes. Et il y avait le problème de transport. Il fallait donc les ramener un peu plus petit pour que ça rentre dans le côté décoratif. Nous avons travaillé avec les populations pour réduire ces grandes nattes en petit format. C'est ce qui a servi de set de table. Donc ça, c'était la première valorisation. Et puis la deuxième valorisation, c'était les techniques de production.
les techniques de tissage, tout le circuit de production qui a donc constitué, comme mes prédécesseurs ont dit, une activité touristique. Donc, le touriste qui arrivait donc, à cet écart avait la possibilité de participer dans tout le processus, la récolte de la matière, à la rencontre des populations, la récolte de la matière, toutes les étapes de transformation, et puis au terminus, il amenait donc son produit fini, et ça faisait donc partie des activités. Là, on a, comme on le disait, ce n'était pas la folklorisation, il participe avec les populations dans cette production, et là, nous avons valorisé le côté artisanal de ces populations. C'est un savoir-faire qu'ils ont là, qu'il faut donc mettre en valeur, et c'est ce que nous avons fait. Alors, les conditions, les préalables, on a entendu les infrastructures, bon, ok, ça c'est... Il faut les infrastructures, mais avant la conception du produit touristique, la conception d'une vision, je vais dire, adoptée, à laquelle les populations adhèrent, quels sont les leviers, selon vous, du développement de ce tourisme de forêt, culture, au niveau de l'Afrique centrale? Sur quels paramètres agir? Pour vraiment agir là-dessus, on parlait de volonté politique. À certains moments, la volonté y était. Il faut la poursuivre, il faut la renforcer. Au Cameroun, par exemple, il y a une volonté politique et le Gabon est en train de concevoir sa stratégie nationale. Il faut la renforcer, il faut qu'on parte de la volonté simplement exprimée dans les plans de développement et autres à une mise en pratique de ces politiques-là pour que les institutionnels puissent jouer leur rôle de mise en place de normes et autres. Mais au-delà de ça, il faut les financements, il faut soutenir l'activité. Comme toute autre activité économique, il faut pouvoir que les banques accompagnent, il faut que l'État accompagne les opérateurs. Est-ce que les banques peuvent-elles accompagner et c'est ça la difficulté. S'il n'y a pas de visibilité d'une activité, d'une offre? C'est là le rôle de l'État, de pouvoir faire en sorte que l'État donne des garanties à ces banques sur l'utilisation des fonds qui ont été mis en place. Monsieur Kosangoya a donné l'exemple de la fête Douala au niveau du Cameroun. On constate que c'est essentiellement les populations elles-mêmes qui se sont dit, mettons-nous à valoriser. Parce que c'est une activité, certainement, je la connais pas trop bien, mais c'est une activité qui a suscité certainement un certain nombre de personnes et qui a fait en sorte que ça rapporte autant et qu'on la mette en valeur. Et je crois que derrière, maintenant, il y a eu une professionnalisation de l'accueil qui a été mis en place. Mais je pense qu'au-delà de ça, et pour voir plus grand, parce que là on était sur du micro, mais pour voir sur l'ensemble d'un pays et sur l'ensemble de la sous-région, il faut un soutien politique nécessaire pour accompagner les opérateurs à s'installer et autres. Mais à côté du soutien politique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, M. Kassangoy, M. Johnson Ogoula, un maillage des opérateurs économiques eux-mêmes, un maillage des sociétés coopératives, un maillage de... Bien sûr, je pense qu'il a dit, il faut... C'est vrai qu'il y a une volonté politique, mais cette volonté politique doit se matérialiser par l'appui, l'accompagnement des populations, des acteurs sur le terrain. Il y a certaines personnes qui ont la volonté de le faire. Il y a certains professionnels qui sont là, qui ont la volonté de le faire. Mais pour lancer le tourisme, il faut beaucoup de financement. S'il n'y a pas assez de financement pour accompagner ces personnes, il n'y a pas... cette présence sur le terrain dans l'organisation, je ne pense pas que on peut avoir ce boom. On ne peut pas avoir ce boom. Il faut accompagner. Et vous avez pris, on a pris l'exemple du Cameroun tout à l'heure, mais à côté de cela, il y a toute une organisation dans l'hébergement, dans les agences de voyage de touristes qui se sont greffées à ce festival. Et c'est pourquoi aujourd'hui ce festival se positionne et s'impose au niveau, au niveau de ce pays. Monsieur Ngosanga, par exemple, nous a donné une idée avant de quitter ce plateau. Il a parlé de l'organisation d'un salon autour de la notion du concept de la forêt et de la culture. C'est possible, ça, les opérateurs économiques de le faire. Vous avez parlé de la finance. En dehors de la finance, est-ce qu'on peut imaginer un autre levier, les hommes? Oui, et ça passe par la formation. On l'a déjà évoqué. C'est le suivi, l'accompagnement des hommes pour comprendre d'abord ce que c'est que l'activité touristique. Il faut aussi qu'on sensibilise de plus en plus nos populations, les intervenants, à ce que ça nécessite comme organisation, comme accueil, comme service, mise en place de services, pour pouvoir donner des produits touristiques. Il ne faut pas oublier, et souvent les gens, si vous permettez, les gens l'oublient,
le tourisme, c'est une industrie. Et comme toute industrie, vous prenez n'importe quelle industrie extractive, par exemple, il y a des financements, il y a de la matière, et ensuite, on extrait ce qu'il y a. La seule chose, la seule différence, c'est que l'activité touristique est une industrie où on n'extrait rien. C'est le touriste, c'est le client qui vient consommer sur place. Et ça, c'est très important. C'est important parce que ça rapporte des devises. Parce que ça permet aux populations de rester sur place. Et ça, c'est un des volets qu'il faut accompagner. C'est-à-dire que grâce à l'activité et à la montée du tourisme communautaire, les populations peuvent être fixées dans leur lieu de vie. Et on a un problème, en Afrique centrale notamment, c'est que nos villes sont surpeuplées et souvent connaissent l'exode rural. Alors, le tourisme, alors, Monsieur Ekosangoy, et je vais vous prendre un cas pratique au niveau de chez vous, je vais dire à la frontière est du Gabon, à la lisière est du Gabon, les gens sont généreux. C'est-à-dire vous pouvez arriver dans un village, vous dormez gratuitement, vous mangez gratuitement, ça fait partie de la culture. Demandez à ces peuples, on les trouve aussi partout, au Cameroun c'est la même chose. Demandez à ces gens de monnayer l'hospitalité, ça c'est un problème culturel. C'est-à-dire le tourisme, il faut payer la chambre là où on dort, il faut payer l'alimentation. Est-ce que ça, cette générosité culturelle ne peut pas être un frein au développement du tourisme? Il y a un autre type de tourisme, excusez-moi, je voulais en parler, c'est le tourisme solidaire, où justement la gratuité peut permettre un échange d'un service mais c'est mal conçu, je vous insiste là-dessus, il connaît bien de quoi je parle. Dans un village, un étranger fait payer le lit. Oui, je parlais du tourisme solidaire qui veut que, bon, mais on apporte quand même quelque chose lorsque on accueille les gens. Mais il faut comprendre aussi que, et je pense que culturellement les populations sont prêtes, tout service se monnaie et tout service en contrepartie, on a des financements. Mais après, c'est ça, je parlais de sensibilisation, de dire ce que c'est que l'activité touristique. On ne peut pas rester dans la gratuité tout le temps. La bonne femme qui a sa maison, il faut qu'elle la change parce qu'on sait dans quel type d'éléments on a construit cette maison. Il faut qu'elle la change, il faut qu'elle fasse un certain nombre de choses. Tout est payant désormais dans notre monde. Donc, il faut pouvoir, lorsqu'un service est donné, pouvoir payer ce service. Est-ce qu'à cet écamant, oui, on va arriver à cet écamant, mais je voulais vous prendre un exemple d'une destination au Gabon. Je dirais une destination, une zone au Gabon. C'est la zone de Ouaka, dans les villages où on trouve le peuple de forêt du côté de Ouaka, et les touristes y vont. Mais effectivement, ce que vous dites, lorsque les touristes y vont, ils ne payent pas forcément la chambre, mais qu'ils amènent des présents et ils participent dans le développement local de ces populations pour entrer dans le tourisme solidaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette forme de tourisme va amener, donc, va entraîner le développement de ces destinations. Ça veut dire que le cas que vous prenez à la partie nord-est du Gabon, leur hospitalité ne sera pas peut-être monnayée, je dirais de façon monétaire, mais avec le tourisme solidaire, ça va contribuer. Est-ce qu'on peut imaginer un tourisme de troc à l'heure du... C'est ça un peu le tourisme solidaire, ça veut dire que ça va participer dans la mise en place des structures de base et la création des écoles, la construction des cases communautaires, les dispensaires, etc. Et ça participe donc au développement de ces populations. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut envisager les enjeux? Quels sont finalement les enjeux, l'intérêt de développer le tourisme de forêt, l'intérêt de développer le tourisme de forêt, de culture? Économique d'abord. On est dans une émission d'économie. Je peux vous assurer que pour l'Afrique centrale, ça, c'est un autre type d'activité économique assez intéressant. Vous comprenez que l'Afrique centrale a une économie basée sur l'extraction de matières premières. Mais comme je vous l'ai dit, à la différence de cette économie extractive, il y a ce nouveau type de secteur touristique que l'on peut développer et faire en sorte qu'il y ait des entrées de devises par des touristes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est important. Il y a aussi les enjeux économiques, sociaux, moi, je dirais lutte contre la pauvreté, mais il y a aussi ces enjeux de développement durable. Le tourisme culturel ne peut pas se dissocier du tourisme naturel. Le tourisme lié à la forêt,
tous les éléments, je dirais la majorité des éléments de la culture sont puisés dans la nature. Et il y a un lien entre les deux. Développer les deux, c'est-à-dire que ça participe donc au développement durable, de la sauvegarde de nos forêts. Et je pense que pour les pays d'Afrique centrale, c'est un gros enjeu en tant que pour la sauvegarde du bassin du Congo, c'est la préservation. Et aujourd'hui, développer ce tourisme culturel, ça participerait donc à la préservation de l'environnement. Je prends un cas simple. Pour nos rites traditionnels, on puise les éléments des costumes dans la nature. Et développer le tourisme culturel aujourd'hui, c'est une manière d'amener ces populations à prendre conscience de la sauvegarde, donc de la préservation de ces ressources qui sont importantes. Et là, il y a donc cet enjeu économique, cet enjeu social, cet enjeu culturel qui sont intimement liés entre les... Le développement durable, environnemental, c'est très très important. Alors, ça va être le dernier mot, une espèce de pronostic. Ça fait plus de 10 ans vous êtes dans le métier de tourisme. À quel horizon pensez-vous que l'on puisse développer le tourisme de forêt, le tourisme de culture en Afrique centrale? Je dis bien en Afrique centrale. En Afrique centrale, en sachant que le Cameroun a pris un petit peu d'avance sur le tourisme culturel. Je vais dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu les engagements des différents pays, les différents gouvernements, on se lance tous à l'horizon 2025. C'est-à-dire que dans cet horizon 2025, c'est tous les secteurs compris. C'est pas... il n'y a pas un secteur spécifique. Donc, c'est tous les secteurs qui vont se mettre en branle. Et aujourd'hui, entre pays, beaucoup de choses sont en train de se faire. Et je pense qu'à l'horizon 2025, je dirais même avant, on pourrait donc déjà voir ce salon qui est un salon de tourisme des bassins du Congo, qui pourra... Ce sera vraiment la conclusion... pour notre développement touristique, c'est d'avoir ce salon-là. Après avoir mis en place un certain nombre de produits par pays, mais aussi régional, en développant des circuits qui feront en sorte que tous les pays de la sous-région soient visités par des touristes. Je suis en train de rêver d'un produit qu'on vendrait, un circuit de 10 jours. Quelqu'un viendrait d'Europe, d'Amérique, visiter le Cameroun, rentrerait par le Cameroun, ferait un tour au Gabon, ensuite ferait un tour, pourquoi pas au Congo, et en Guinée équatoriale, et repartir sur le Cameroun avant de reprendre son pays. C'est possible. On ferait de l'activité touristique basée sur la nature, sur les forêts donc, sur la culture, sur le social. Et les peuples recevraient, mais de manière très correcte, ces touristes-là et feraient revivre nos cultures qui sont en train de mourir parce que nos villes, nos villages sont en train de désespérément se dépeupler au profit des villes. Mais vraiment, je souhaite ce développement de tourisme pour la sous-région parce que c'est là un autre... comment dire? Un challenge, une véritable diversification de nos économies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Forêt, culture, peut-on en faire de produits touristiques? C'est la question. Nous avons débattu de cette problématique et nous avons essayé d'examiner la question sur plusieurs angles. Est-ce qu'on peut développer le tourisme culturel, vous, chers téléspectateurs? Alors, je vous donne un exemple. Au niveau du Gabon, il y a un initiateur européen qui aujourd'hui s'est gabonisé, qui fait venir des touristes pour 3 millions de francs de séjour de 1 semaine. À vous de réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cette économie.